Les débats avec vous aujourd'hui avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis, vous êtes avocat. Salut. Avocat, vu du droit, c'est votre blog. Une justice politique est paru aux éditions de l'Artilleur. Thomas Elexhauser, délégué national Les Centristes, conseiller départemental de l'Eure. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Et Alexis Poulain, directeur de la publication du Monde Moderne et éditorialiste sur RT France, où vous animez, vous êtes en débat toutes les semaines, débat où on peut vous retrouver donc sur la chaîne RT. Et puis comme tous les jours, Gilles Gansman et son zapping politique. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Valérie, le reportage de M6 sur l'islamisation de Roubaix n'en finit pas d'enflammer les débats et les chaînes d'infos. Hier, la porte-parole d'En Marche, Prisca Thévenot, faisait face à Gabriel Cluzel. Et pour la représentante d'En Marche, il ne s'agit ni de grands remplacements, ni d'islamisation. Ah oui, moi j'assume complètement. Je trouve en effet. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un grand remplacement en France. Parce que vous le niez. Parce qu'il y a un grand remplacement en France. Vous niez qu'à Roubaix, je ne veux pas vous renvoyer à une émission récente, il n'y a pas de remplacement. Vous pensez que c'est le Roubaix qu'ont connu nos grands-parents? Vous y étiez moi, à je Roubaix. pense Non, mais pas. attendez, est-ce qu'il y a un non, mais madame, il faut sortir de Paris et de Boulogne-Billancourt. Ça, je vous assure. Oui, j'habite pas à Boulogne-Billancourt. Je ne sais pas vous inviter, mais je vous assure. Alors, appelez ça comme vous voulez, mais il y a une modification de population. Attendez, madame, ne jugez pas. Si vous voulez, les populations changent, mais c'est pas grave. C'est peut-être votre avis. C'est pas grave. Il y a des immigrés qui arrivent et beaucoup d'immigrés qui changent le pays, mais c'est pas grave. D'ailleurs, mais c'est pas vrai, ça. Mais le nier, je trouve ça. Il n'y a pas de grand remplacement. Mais vous le niez, madame. Ouais. Comment vous réagissez? Judith Comment je réagis? Je réagis en disant que le déni n'a jamais rien fait avancer. Et là, on a un cas patent de déni avec cette députée de La République En Marche. Gilles. Pour continuer à contre-courant, notre championne, alors en catimini sur Twitch, car en effet, hier, Anne Hidalgo, vous savez, elle a fait son interview sur France 2, et juste après, elle était avec Samuel Etienne sur Twitch, et c'est là qu'elle a parlé de son programme, ce qui est assez étonnant, et elle a ressorti le vote des étrangers en disant que ça serait sa mesure la plus importante. Je pense qu'il faut, là aussi, sur la question du droit de vote des étrangers, soit il y a une majorité claire pour le passer, parce qu'au Parlement, on a cette majorité qui permet de le voter, soit ça n'est pas le cas, et il faut passer par un référendum. C'est compliqué le référendum sur êtes-vous pour ou contre le droit de vote des étrangers bien sûr, parce qu'on sait très bien qu'il y a une partie de la population, enfin de la droite et de l'extrême droite qui instrumentaliseront le sujet en expliquant que ça participe de la théorie du grand remplacement, etc. Pour moi, c'est reconnaître une citoyenneté de résidence. C'est incroyable de sortir le vote des étrangers lorsqu'on a Zemmour et qu'on est à 2-3%, non? Vous ne trouvez pas? Oui, c'est pour essayer de ressouder un socle partisan, peut-être encore attaché à cette idée-là, je pense. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la candidature de Anne Hidalgo est un bateau qui prend l'eau complètement. Et donc, elle essaye de ressortir des vieux instruments. Des vieilles ficelles. Voilà. C'est... Alors moi, je serais plus sévère. Je serais plus sévère. Je pense que la candidature d'Hidalgo qui a été choisie, Olivier Faure, etc., c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, c'est un mode d'appréhension du réel qui est devenu pathologique. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent plus compte de rien. Paris est dans l'état invraisemblable qu'on connaît, on ne va pas y revenir. Elle plafonne dans les sondages, elle est tout le temps ridicule, et elle sort des trucs de son chapeau. Je suis très inquiet sur si vous voulez, le déficit de rationalité. C'est-à-dire qu'on appréhende le réel avec des biais qui font que on est totalement coupé. Attendez, c'est dramatique. On est à 7 semaines de l'élection. Tout ça n'a aucun sens politique. Concret. Donc, ce qu'elle raconte, alors demain, ça va être 62 ans et demi, etc., etc. Enfin, tout ça n'a pas de sens. C'est ça qui me fait peur. Jean-Pierre Raffarin, lui, est confiant sur la victoire de Valérie Pécresse. Et quant à Éric Zemmour, eh bien, lui, il trouve que c'est plutôt un artiste, Éric Zemmour, mais qu'il n'a pas le costume politique. On va voir, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un homme de talent. Il est plus dans l'univers de l'artiste que dans l'univers de la politique. Donc, c'est quelqu'un de talent, mais je ne le vois pas ayant la force politique, ayant la capacité d'incarner.
Au fond, un président, c'est celui qui incarne. Il devient la France. Je me souviens de Jacques Chirac, dès qu'il rentrait dans une salle, top, il marchait au rythme de la France. Il respirait la France. Donc il y a un moment où il faut l'incarner, la France. Je ne vois pas encore Éric Zemmour l'incarner. Vous trouvez qu'Éric Zemmour ne respire pas la France, hein? Qui l'incarne aujourd'hui, la France? Ouais, il y a un grand silence. Il y a un grand silence. Alexis, on vous a pas entendu? Alexis Poulain? Ah oui, non, Anne Hidalgo? Ce problème, non, surtout pas, mais ce problème d'incarnation, il est fondamental et il montre finalement la faiblesse de la Ve République avec ce côté père de la nation. En fait, on a coupé la tête d'un roi, il faudrait le retrouver. C'est ça qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a besoin d'un homme qui incarne la France? Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui va respecter les institutions, qui va faire que la démocratie soit un peu plus vivace dans ce pays et faire en sorte que ce pays règle ses comptes quasiment psychanalytiques, hein, avec l'Algérie française, avec la xénophobie, avec le fait de comment on vit ensemble dans ce pays, la laïcité, qui est un débat qu'on ne devrait pas avoir tous les mois, mais on l'a tous les mois pourtant. Donc on a besoin de quelqu'un qui est plutôt une raison et qui est là pour organiser finalement la démocratie. On s'en fout d'avoir un père de la nation qui est complètement dysfonctionnel, que ce soit Emmanuel Macron, évidemment, il n'incarne pas la France. Éric Zemmour, il aura bien du mal aussi. Et évidemment, personne n'incarne la France. Et peut-être que Jacques Chirac, à une époque, a pu le faire parce qu'il y a eu aussi ce positionnement face à la guerre en Irak. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on n'a plus d'homme politique du bois de Jacques Chirac et on n'a pas non plus, je crois, la capacité d'avoir une personne qui va pouvoir incarner ça. Regardez, la tentative jupitérienne d'Emmanuel Macron, c'est un sketch, c'est une clownerie sans nom. Il n'a pas réussi du tout à incarner cette fonction présidentielle. Un coup, c'était avec des danseurs de twerk sur le perron de l'Élysée. La fois d'après, c'est avec des youtubeurs, McFly et Carlito. Et après, il voudrait qu'on le respecte en tant que président de la République. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il y a vraiment une refondation fondamentale par rapport aux institutions, au rapport qu'on a à cette élection présidentielle et à l'institution du président de la République, pas à la personne, à l'institution du président de la République. Non, mais c'est pour ça que cette sortie de Jean-Pierre Raffarin est pour le moins étonnante. Oui, alors. Oui, enfin, Jean-Pierre Raffarin, je dirais. C'est dommage qu'il n'ait pas fait comme Jean-Marc Ayrault, hein, comme Premier ministre. Il n'est pas disparu corps et biens parce que son mandat de Premier ministre n'a pas été plus fameux que celui d'Ayrault. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Ayrault a commis de très très grosses bêtises. On ne peut pas reprocher ça à Jean-Pierre Raffarin. Oui, mais si. Non, je veux dire, le niveau. Enfin, pour avoir fréquenté les deux, moi je suis. Bon. Non, ce que je voudrais dire sur l'incarnation, j'aime pas trop ce terme d'incarnation. Ouais. J'aime pas trop ce terme d'incarnation parce que bon, ça, y compris que le président s'est fait cher, hein, c'est la nation qui se fait cher. Donc j'aime pas trop. En revanche, avoir la garantie et le sentiment que placé où il est placé, ils défendent quoi qu'il arrive les intérêts de la nation. Et avec les successifs que nous avons eus, on a perdu cette conviction. Alors avec Emmanuel Macron, ça c'est probablement le pire. Alors on va marquer une pause parce que c'est l'heure du journal, mais Judith voulait réagir, elle ne laissera pas dire du mal de Jean-Pierre Raffarin. Non. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour les débats jusqu'à midi et avec Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit, votre livre Une justice politique est paru aux éditions de L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Thomas Elexhauser, délégué national chez les centristes et vous êtes conseiller départemental de l'Eure. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne et vous êtes également éditorialiste sur RT France. On va évoquer le... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je vais vous donner la parole, mais je peux donner la... Non, mais elle va faire l'émission, Judith. Avant qu'on change de sujet, on ne va pas changer de sujet, on va parler de la France qui se droitise, c'est ce qui ressort des sondages, de l'État qui a abandonné les EHPAD, du prix des carburants, et puis du sondage de l'enquête du Cevipof, avec ce chiffre qui ressort, 61% des Français pensent que l'islam est une menace pour la République. Alors, on parlait, suite au zapping de Gilles Gansman tout à l'heure, d'incarnation de la France. Absolument. Et Judith, vous vouliez répondre. Oui,
Régis qui trouvait qu'il y avait un problème d'incarnation. Et moi, je trouve que c'est pire que ça pour Valérie Pécresse, puisque Jean-Pierre Raffarin s'est prononcé pour Valérie Pécresse. C'est ça l'étonnant dans cette déclaration, c'est lui qu'on a connu très très bienveillant vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Bon, il semble retourner à sa première famille. Bref, mais je trouve que c'est pas tant l'incarnation que une façon simple de résumer le projet de Valérie Pécresse pour la France. Tous les autres candidats, on parlait d'Anne Hidalgo tout à l'heure, sa campagne est pathétique, tout ce que vous voulez, mais Anne Hidalgo, on sait pourquoi elle est là pour sauver le PS. Yannick Jadot, on sait pourquoi il est là pour sauver la planète. Éric Zemmour, pareil, sauver la France. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ils veulent, chacun à leur façon, renverser le système. Emmanuel Macron, on ne sait pas encore, puisqu'il n'est pas officiellement candidat. Vraisemblablement, ce sera une version adaptée de sa Startup Nation, adapter la France à la mondialisation. Résumé d'une phrase, pourquoi Valérie Pécresse est candidate? Quel est son projet pour la France? Pour rétablir les dépenses publiques? Non. Pour rétablir les équilibres budgétaires? Remettre de l'ordre, je pense que ça peut être quelque chose, parce qu'on ne peut pas dire que le bilan sécuritaire ou judiciaire de 5 ans de Macron soit bon. Mais aujourd'hui, remettre de l'ordre, c'est pas un projet pour la France. Je pense que c'est une forte attente des Français. Et qu'aujourd'hui, si Zemmour et Le Pen sont aussi hauts, c'est parce que les Français sentent un grand désordre, sentent que la justice ne fait pas son travail, que les peines ne sont pas appliquées. Je pense que le manque criant de justice dans ce pays est une clé essentielle de ce débat. Mais c'est Zemmour qui porte ça, c'est pas Valérie Pécresse. Oui, mais elle apporte des solutions, elle apporte une équipe de France pour gouverner. Non, pardon, c'est pas Zemmour qui porte ça. Quand je dis le projet de Zemmour, encore une fois, je lui donne pas quitus de sa capacité à le réaliser, c'est sauver la France. C'est pas juste la question sécuritaire, c'est la question sécuritaire, identitaire, industrielle. Non, mais on sait pas comment. On sait pas. Un pan d'un projet pour la France, mais en aucun cas, ça ne peut être un projet pour la France. Non, je ne dis pas que c'est la seule chose qui la résume, mais malgré tout. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas une phrase pour la résumer. Vous êtes d'accord, les uns et les autres? Moi, je voudrais saluer Judith qui est pleine de mansuétude et d'empathie quand elle nous dit que Hidalgo est là pour sauver le PS. Prêter même cette intention, si elle avait conscience de la nécessité de sauver le PS, elle serait pas candidate. Mais elle le dit, Régis. Ce brave Jadot sauver la planète, Judith, c'est adorable. Mais Jadot, il veut être ministre, comme l'ont été tous ses prédécesseurs. Non, Régis, vous n'avez pas compris. Après l'élection présidentielle, vous n'avez pas compris. Elle parle de projet d'incarnation. Ils sont capables d'eux. Je dis, ils se présentent au nom d'eux. Oui. Je pense que Jadot, la planète ne le préoccupe pas, c'est une blague, c'est un positionnement, c'est sa niche. C'est la définition de son projet. Mais on parle pas ils ont des ambitions personnelles, c'est tout. Mais vous n'avez pas compris du sujet. Vous n'avez pas compris ce que disait Judith. On peut qualifier chacun des candidats. On sait ce qu'ils veulent faire, Valérie Pécresse. On ne sait pas en une phrase quel est son projet exactement. Non. Moi, je maintiens. À part sortir le Karcher. Je maintiens remettre de l'ordre et je pense aussi qu'il y a. C'est pas un projet. C'est le projet de tout le monde. Non, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité absolue d'Anne Hidalgo de mettre des moyens conséquents sur la justice et sur les moyens donnés à notre système pénitentiaire, notre système judiciaire, notre système de sécurité. Je pense que Valérie Pécresse, elle est en train de construire une histoire d'une personne extrêmement travailleuse, concentrée, qui maille petit à petit, semaine après semaine, son équipe, son réseau auprès de la droite et du centre droit, et qu'elle va présenter le moment venu un projet extrêmement abouti de quelqu'un qui est là, comme elle le dit souvent, elle dit je suis la dame de fer FAIRE, mais je pense sincèrement qu'elle est dans cette mouvance de quelqu'un qui va se révéler comme extrêmement sérieux et qui va apporter pour la France de véritables solutions et une autre manière d'exercer le pouvoir, c'est-à-dire une manière qui n'est pas concentrée uniquement dans les mains d'un chef de l'État, qui n'écoute pas ce que disent les corps intermédiaires, qui n'écoute pas ce que disent les présidents de région, qui n'écoute pas ce que dit aussi la France, qui ne se limite pas à la couronne parisienne. Mais il va falloir qu'elle le fasse très vite, parce que quand Emmanuel Macron va entrer en campagne, ça va
ça va pulser et ça va être un peu tard pour elle. Oui, mais Emmanuel Macron, il a autour de lui, je pense, une base de Français qui sont très heureux de son travail, qui sont très heureux d'avoir un président jeune, moderne, dynamique, parce que ça fait du bien d'avoir un président dans le mouvement, je dirais, mais que passé cela, je suis pas sûr qu'il arrive à reconcentrer les Français, à les réconcilier avec ce qu'il dégage comme présidence. Allez, on n'a pas fait... Je pense que les boomers le soutiennent parce que c'est le parti de l'ordre. Ouais. Pécresse, son seul discours, c'est un autre Macron est-il possible? Je veux dire, or, on préfère en général l'original. Hein. Ouais. Ouais. On va passer à vos coups de cœur rapidement. Régis, avec vous, on va commencer. Coup de cœur. Je vais être rapide. Oui. C'est un. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. C'est un compte Twitter qui s'appelle Parole de combattant de la libération, qui tous les jours met en exergue un résistant, un personnage. Hélas, 8 fois sur 10, il a été fusillé. Et on revoit une France patriote avec un courage extraordinaire. Hommes et femmes d'ailleurs, hein, et je dois dire que c'est assez formidable. Ils font un très beau travail. Ils ont plein de suiveurs, et ça montre aussi que contrairement à ce que certains prétendent, la France a été aussi résistante, parce que là on les voit dans leur réalité. Hein, ce sont pas les Compagnons de la Libération, les 1038. Non, il s'agit des Français de base, toutes couches sociales confondues, et ça fait très plaisir, et ils ont un succès bien mérité. Donc, coup de cœur. Coup de cœur, Parole de combattant de la libération, donc compte Twitter à suivre pour vous. Judith, coup de gueule. Oui, alors moi, mon coup de gueule concerne l'épisode, je ne sais plus combien, des pérégrinations des consommateurs de crack dans la capitale. On les avait connus au Jardin des Halles, près de Stalingrad. Ils ont été déplacés depuis septembre au nord-est, porte de la Villette. Et là, la dernière idée, c'est la préfecture qui en a l'initiative, c'est d'avoir trouvé une friche industrielle dans le 12e, vers Bercy. C'est un chantier d'un projet urbain à venir. Alors c'était entre des rails et le boulevard Poniatowski. Là, la mairie de Paris est furieuse, Anne Hidalgo est furieuse. Son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui se trouvait être élu du 12e, est encore plus furieux, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a pas de raison que les riverains du 12e s'emportent mieux que les riverains de la Villette. Alors, ça concerne 400 à 500 consommateurs, avec des dealers qu'on n'appelle pas les dealers, qu'on appelle les modos. Les modos. Les modos, oui, parce que ce sont des Sénégalais. Des Sénégalais pour la plupart en situation irrégulière, parce que vous savez que le Sénégal n'est pas un pays en guerre. Non. Voilà. Et moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas au deal? Ça, je ne comprends pas. Pourtant, il avait annoncé qu'il le ferait, Gérald Darmanin, non? Ils sont tous sénégalais. Tous. Ouais. Mais j'ai une amie qui m'a envoyé une photo d'un point de deal où il n'y a effectivement que des Sénégalais. Elle leur a posé la question, et ce n'est pas un pays en guerre, effectivement. Donc c'est le deal, et puis c'est l'immigration clandestine qui est en cause. Évidemment. Donc coup de gueule, et à chaque fois on s'étonne. C'est un petit peu comme sur les EHPAD, où on feint de découvrir qu'il y a des situations anormales. Enfin, c'est un petit peu différent, mais là il y a eu, on est retourné au Jardin des Halles, où on s'est rendu compte que rien n'avait changé. Alexis Poulain, c'est un coup de gueule? Coup de gueule, coup de cœur. Enfin, on peut être fiers de nous. On est les champions d'Europe, même du monde, je crois, de la contamination Covid. 500 000 cas par jour, c'est exceptionnel. C'est du jamais vu. Un Français sur 10 depuis janvier a été testé positif au Covid. 500 000 hier, 500 à 1000. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire, là, la question, c'est à quoi sert le pass vaccinal? Qu'est-ce que c'est que cette politique sanitaire? Où on en est? Est-ce qu'il faut arrêter de tester? Le Danemark est en train de rouvrir les frontières, d'arrêter avec toutes les mesures pseudo-sanitaires qui empêchent les gens de vivre. La Grande-Bretagne également. On est en train de se rendre compte que cette épidémie est en train de passer à autre chose, mais on ne sait pas comment gérer. Donc, est-ce qu'il faut continuer de dépenser plus de 1 milliard d'euros par mois dans des tests nasopharyngés qui prouvent que tout le monde est en train de choper Omicron?
L'OMS disait il y a de ça 15 jours que quasiment plus de 60% de la population européenne serait positive d'ici à 4 à 6 semaines. Donc là, on est vraiment dans un délire impressionnant, incroyable, avec un ministre de la Santé là qui ne commande pas ses chiffres, qui est toujours sur la base du pass vaccinal en disant attention, le 2 février, vous allez être 9 millions à être désactivés si vous ne faites pas la 3e dose. En même temps, faire une dose, sachant qu'on a déjà eu le Covid, donc ça veut dire qu'on recule la dose de 3 ou 4 mois, je ne sais plus exactement. Derrière, on a des témoignages de Français qui ne comprennent plus rien. À la fois les mesures à l'école, les mesures sanitaires en général. Je crois qu'on est en train de perdre le pied complètement, de perdre le narratif. On ne sait plus du tout ce qu'il en est de cette crise. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et ça c'est une vraie question, arrêter les délires en France du pass vaccinal, des mesures coercitives, sachant qu'on en est là finalement à 500 000 cas par jour avec des urgences qui n'explosent pas. Même si on a quand même plus de 200 morts par jour, on a encore des chiffres qui font peur. Plus de 450 décès par jour, donc c'est voilà, plus de 30 000 personnes hospitalisées pour Covid. 4000 personnes en réa pour Covid. Avec Covid. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il faut continuer de tester, sachant qu'on va quasiment tous y passer Il y a quand même une sorte de double discours, justement, sur le Covid, où on voit que tout le monde se relâche un peu et on voit aussi les médecins qui disent, je vois un médecin qui dit on entend que Covid n'est pas très grave. C'est vrai en partie pour les personnes vaccinées avec une immunité compétente. Pour les autres, c'est actuellement plus de 30 000 personnes hospitalisées pour Covid, près de 4 000 en réa et plus de 450, c'est pas rien 450 décès par jour. Donc on a une espèce de double discours qui nous dit non mais ça va, c'est une grippe, et puis en même temps il y a quand même 450 personnes par jour qui meurent. Mais c'est surtout qu'on a une politique à côté de la plaque. Quitte à être coercitif. Il me semble, à lire jour après jour des tonnes de papiers sur la question, qu'on a à peu près une certitude, je sais qu'à peu près certitude dans la même phrase, déjà ça fait bizarre, c'est que la vaccination protège des cas graves et des issues fatales. Pas complètement, mais en tout cas, elle diminue fortement le risque de se retrouver à l'hôpital et en réa. Pour les gens fragiles, les gens âgés et les gens immunodéprimés ou qui présentent des pathologies favorisant une évolution grave de la maladie, je suis pour la vaccination obligatoire, pour cette contrainte-là. Pour tous les autres, arrêtons ces tests qui effectivement coûtent un pognon fou, qui ne servent à rien parce que par ailleurs, je vous signale qu'il n'y a toujours pas de traitement. Donc une fois que vous êtes testé... Ah non, il y en a très peu. Il y a le traitement Pfizer qui est arrivé sur le marché, ça y est, on a le Paxlovid. Ils sont en train de le tester. Ils sont en train de le tester. Et de toute façon, il ne sera pas généralisé. C'est un traitement pour les personnes à risque. C'est toujours les mêmes, les personnes à risque. Absolument. On va marquer une pause et puis on va reparler du Covid un petit peu avec vous, Thomas Exelhauser, parce que je crois que ça fait partie aussi de ce que vous vouliez évoquer. À tout de suite. Les débats avec vous dans un instant, avec l'étude du Cevipof. On va parler également des EHPAD et puis du prix des carburants. Mais avant, Thomas Exelhauser, vous avez un coup de cœur. Alors c'était plutôt un coup de gueule sur l'empreinte sociale de ce Covid. En France, il y a cette grande tradition en janvier d'organiser des galettes des rois dans toutes les communes de nos 36 000 villages qui fascinent notre pays, des vœux des mères, des repas des anciens qui sont vraiment des traditions dans lesquelles les gens se retrouvent, aiment à se retrouver, etc. Et le Covid a enclenché une vague considérable d'annulation de toutes ces manifestations qui, en plus, je trouve, vont davantage dans l'isolement de certaines personnes qui font que, moi qui suis un élu de terrain, depuis un mois et demi, il ne se passe plus rien. Plus aucun événement, plus aucun regroupement de personnes. En décembre, il y avait encore eu un petit peu de petites choses. Et là, depuis un mois et demi, quasiment plus rien. Et je pense vraiment que ce Covid laissera des traces dans l'isolement des personnes, dans le fait qu'on est coupé du lien social et qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les gens sont seuls, vivent seuls. Et il y aura vraiment ce bilan du Covid, hormis le bilan financier qu'on connaît, ce bilan social très très fort. Oui. Non, voilà mon coup de gueule et je regrette de voir tous ces événements et toutes ces personnes qu'on ne voit plus parce que plus rien ne s'organise dans les villages.
Bah oui, il y a effectivement des conséquences sociales et psychologiques qui seront là. Je crois que c'est au tout début, Emmanuel Macron avait dit nous sommes en guerre, c'était un peu ridicule, mais c'est un méta-événement quand même. La planète entière s'est trouvée confrontée, s'est confinée pour partie, etc. Tout le monde était confronté à ça. Je ne sais pas quelle sera la société qui en sortira. Regardez ce qui s'est passé autour du tennis là en Australie. La stratégie sanitaire de l'Australie, c'était invraisemblable. C'était invraisemble. C'est une dictature féroce. Et ça n'a pas marché. Mais je crois qu'il y a vraiment, vis-à-vis de cette gestion du Covid dans tous les pays, à un moment, il faut revenir à la raison. Ces mesures de passe vaccinal, de confinement généralisé, on l'a fait, on ne savait pas ce qu'était le virus. On comprend maintenant un peu mieux avec les variants. On a des armes, le vaccin, des médicaments, la recherche continue, etc. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots et de continuer dans des mesures qui sont à la fois dangereuses pour l'économie et dangereuses pour la santé. On ne parle pas assez des dépressions, des suicides, de l'état de la jeunesse, parce qu'elle a été empêchée de vivre pendant 2 ans. Je crois que là maintenant, comme le disait Judith, il y a à la fois des publics cibles. Je veux dire, empêcher de vivre, vous vouliez faire quoi? Vous vouliez faire quoi il y a 2 ans? Il y a 2 ans, je dis pas. Il y a 2 ans, le confinement, mais vous dites pendant 2 ans. Après tout, on n'avait pas le choix. Là, aujourd'hui, on ne veut plus confiner, on garde l'école ouverte, tant mieux. Mais maintenant, il faut être conscient que cette histoire de passe vaccinal à 80% de la population vaccinée, c'est un non-sens. C'est juste quelque chose qui va plomber l'économie pour longtemps. Et le quoi qu'il en coûte, après avril, c'est fini. Donc vous avez un nombre de boîtes qui vont être en faillite. C'est impressionnant. Je voudrais répondre à Alexis. Je pense qu'il se fait beaucoup d'illusions en disant il faudrait que, effectivement, maintenant, etc. Donc, moi, on misait sur la rationalité, miser sur la maîtrise, etc. Je pense que c'est pas un placement de père de famille. Je vais prendre, attention, c'est un parallèle qui fonctionne pas. C'est pas une guerre, mais la guerre de 14-18, quand elle a démarré, on s'est dit elle va être courte, etc. Au bout de 6 mois, on s'est aperçu que ça allait être un hachoir, qui était sans issue. Moyennant quoi, ça a continué pendant 4 ans. Personne n'a réussi à imposer, Romain Rolland peut-être un petit peu, etc. Personne n'a réussi à imposer la fin de cette horreur. Donc là, c'est pas pareil. Je dis, aujourd'hui, il y a plein d'intérêts en jeu. Moi, je pense que sérieusement, s'imaginer qu'il va y avoir, que la rationalité va permettre d'atterrir en douceur et de revenir aux jours heureux, comme dirait Fabien Roussel, j'y crois pas du tout. Je pense que on va être encore dans une espèce de foutoir planétaire assez fantastique. Mais c'est pas tenable. Les Français comprennent même plus les mesures qu'on leur demande d'appliquer. Oui, sauf qu'ils les soutiennent. Toutes les études. Ils savent même plus de quoi il en retourne, en fait. En réalité, là, on est complètement perdu. On a des chiffres, on sait plus ce que ça veut dire. On a Olivier Véran qui a disparu des radars et on dit mais qu'est-ce que c'est? Oui, il a disparu il y a 15 jours, parce qu'avant on l'a vu beaucoup quand même. Oui, mais là, clairement. Et derrière, c'est quoi? C'est un bilan catastrophique parce que 400 morts par jour, ça, Emmanuel Macron ne veut pas en parler. Mais au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique sanitaire est un fiasco. Oui, alors, sur les 400 morts par jour, juste, Valérie, une petite info. Vous souffrez du froid parisien, pas moi. Je suis à l'île de la Réunion. J'ai mon décor derrière moi qui peut faire penser que je suis des vôtres. Non, et je suis même pas solidaire de votre froid. Non, ce que je veux dire, sur l'île de la Réunion, il y a eu 36 morts hier, 33 non vaccinés. C'est pas du tout la même situation qu'aux Antilles. Il y a des réticences, etc., mais c'est pas aussi brutal qu'aux Antilles. Eh bien, cette question du vaccin, effectivement, Alexis a raison. Bon, Valérie, on se l'est dit à plusieurs reprises, Judith est de cet avis. Moi, j'étais pour la vaccination obligatoire, en commençant par les personnes à risque, auxquelles j'appartiens personnellement. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a eu, si le jour où on fera le bilan, dans la façon dont cette guerre dont Macron nous avait parlé a été conduite, il y aura peut-être quelques responsabilités à mettre en œuvre. Allez, on va changer de sujet. Je voudrais qu'on parle quand même des EHPAD. C'est le sujet qui est à la une de l'actualité avec l'enquête du journaliste Valentin Castanet. Il publie Les Fossoyeurs. Il dresse un constat absolument effrayant sur le fonctionnement des EHPAD dans l'Hexagone et en particulier du leader mondial du secteur Orpea. 65 000, près de 70 000
000 collaborateurs dans 23 pays, avec beaucoup de témoignages. Il dénonce des méthodes d'un système ultra rentable. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'on s'indigne et qu'on s'interroge aujourd'hui, alors que ce sont des situations qui sont connues. Tous les gens qui ont eu des proches en EHPAD savent. Alors, on ne va pas jeter l'opprobre sur tous, mais que c'est extrêmement compliqué de recruter du personnel. Et donc, Brigitte Bourguignon, la ministre en charge des personnes âgées, va recevoir le patron d'Orpea la semaine prochaine. Bon, voilà. Et Olivier Véran, qu'on prétend avoir disparu, n'a pas du tout disparu, puisque hier encore, sur LCI, interrogé sur cette question, et sur le fait de savoir pourquoi il ne déclenchait pas d'enquête, il a répondu qu'il ne déclenchait pas d'enquête sur la base d'un livre, et qu'il attendait de voir si les faits étaient avérés. Mais la bonne façon de savoir si les faits sont avérés, c'est de déclencher une enquête. Depuis, l'enquête Flash a été lancée par le gouvernement ce matin, je crois. Ah oui, hier c'était non. Ce matin, c'était une enquête Flash a été lancée sur Neuilly. Une enquête flash. C'est extrêmement rapide. C'est la Brigitte Bourguignon qui a annoncé ça ce matin, il me semble. Oui. Non, sur la maison de retraite est devenue une licorne, c'est-à-dire c'est devenu un business extrêmement lucratif dans lequel beaucoup de gens se sont mis à investir beaucoup d'argent dans ce business-là, parce qu'on a forcément une population extrêmement vieillissante et on a besoin de ces maisons de santé, qu'elles soient publiques ou privées, parce que on a un nombre très important de personnes âgées qui va ne faire que croître, et les familles ne peuvent pas forcément toujours, même si elles aimeraient pouvoir le faire, garder les anciens à la maison. Je pense que on touche quand même là à la santé des personnes, et à partir du moment où on touche à la santé des personnes, il pourrait y avoir de la part du gouvernement peut-être des ARS, des politiques de contrôle et des visites surprises inopinées un peu plus fortes, parce qu'en réalité on a délégué à des organismes privés la gestion malgré tout de ces personnes âgées, la vie quotidienne de ces personnes âgées, mais a-t-on mis derrière les contrôles nécessaires pour s'assurer du bon traitement de ces personnes? Et de nombreuses subventions de l'État et des départements sont versées à ces organismes. Il faut peut-être plus de contrôles et qui éviterait... Alors après, ce qui se passe à Orpea, moi je ne suis pas moi-même pensionnaire d'Orpea, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai écouté ce matin sur RMC l'auteur du livre qui évoquait ça. Je pense qu'il faut davantage de contrôle sur ce volet-là. Bah oui, mais enfin on le découvre là. Alors on marque une pause, c'est une petite page de pub et on se retrouve dans un instant pour en parler. Oui, mais vous allez en parler. Nous parlions des EHPAD, de ce livre choc, de ce livre qui dresse un constat absolument effrayant sur le fonctionnement des EHPAD dans l'Hexagone, en particulier du groupe Orpea. Je m'interroge, alors j'aimerais bien recevoir l'auteur, parce que pourquoi ce groupe-là en particulier? Il y en a d'autres, vous le disiez, vous l'évoquiez, Thomas Exelhauser, c'est devenu, aujourd'hui c'est géré par des fonds de pension, il faut faire du rendement, et du business, et tous les gens qui ont des proches en EHPAD ont été confrontés à des situations, non pas, c'est pas le personnel qu'on accable encore une fois, mais aux mesures d'économie qui sont imposées justement à ce personnel. Régis, vous vouliez réagir? Oui, alors, oui, les eaux glacées du calcul égoïste. Je croyais que la main invisible du marché allait tout nous régler. On est confronté. Je suis assez méfiant sur ce qui est en train de se produire. Je voudrais pas que ce qui est un problème anthropologique, c'est-à-dire qu'avec les boomers et l'espérance de vie qui a augmenté, on est confronté à un problème de société majeur. Et donc, effectivement, dès lors qu'on dit, voilà, eh bien, écoutez, le marché va s'en occuper, on a une énorme contradiction. On a une énorme contradiction entre le bien-être des gens qui sont pris en charge et le rendement de sociétés cotées. Il ne faut pas oublier qu'elles sont cotées. Alors très bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la question du contrôle. Moi je pense, et c'est là le juriste qui parle, que le grand âge doit être un service public. Le service public, il faut le faire aux professionnels, l'eau, l'électricité, les déchets, mais il faut leur déléguer officiellement et il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Il y a des cahiers des charges extrêmement stricts. Ce sont des sociétés cotées qui peuvent être délégataires de services publics. Il y a véritablement, d'abord, il faut prendre le problème de face et arrêter de mettre la poussière sous le tapis. C'est un grand débat national. On tourne autour depuis un moment maintenant. Si ce livre permet cette prise de conscience, ce sera tant mieux. Et ensuite, il faut que l'État prenne ça en charge, se contente pas d'une loi en disant il faut être gentil avec les personnes âgées. Il faut définir ce que sont les normes d'entretien
du grand âge des personnes qui sont confiées, et être extrêmement sévère dans les contrôles et dans les sanctions dès lors que les règles ne sont pas respectées. Oui, mais moi, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas le cas. Je suis d'accord, mais en fait, le caractère privé ou public de l'activité a peu d'importance. L'histoire du sang contaminé, ce n'est qu'une histoire de l'État qui a failli. Donc il faut que chacun fasse son travail. Et en l'occurrence, ce groupe a vraisemblablement manqué aux obligations humaines les plus élémentaires, mais l'État a également failli dans son contrôle. Dans son contrôle, absolument. D'autant plus que le fait que de l'argent public, via des subventions, contribue largement à alimenter et à faire vivre ces structures est une circonstance aggravante de la défaillance de l'État en matière de contrôle. Oui, parce que vous le rappelez. De l'État ou des régions. L'État et les départements donnent des allocations pour financer toutes les mensualités que représentent ces hébergements pour ces personnes. Et c'est vrai, beaucoup réagissent sur les prix astronomique pour aller en EHPAD. On entendait celui de Neuilly, ça va jusqu'à 12 000 €. Oui, il y en a dans le Paris 16e aussi qui frôle ces prix-là. J'avais dans ce schéma, dans ce que l'on évoque, il y a ce film Netflix que je vous invite peut-être à regarder qui s'appelle I Do Care. Qui est un film qui est un peu glaçant sur la manière dont certaines personnes prennent avantage des personnes seules, retraitées, isolées, et qui sont parfois mises sous tutelle. Et en écoutant cette histoire, alors je n'accuse pas le groupe Orpea que je ne connais pas, mais ça m'a rappelé ce film sur Netflix avec cette personne qui, sous un air de bonne surtout rapport, en réalité dépouille et abuse des personnes dans la difficulté, des personnes âgées. Je vous invite à regarder ce film. Alors Alexis Poulain. Oui, il y a plusieurs choses. Alors déjà, c'est vrai que profiter comme ça de la dépendance des personnes les plus fragiles pour en faire un produit financier, il y a un problème de fond. Dire que le grand âge n'est pas pensé. Et encore une fois, on voit que les gouvernements, et c'est pas seulement le gouvernement d'Emmanuel Macron, n'ont jamais planifié. Il était question d'avoir fait une sorte de Grenelle de la silver economy pour voir un peu comment faire. La loi sur l'autonomie. Mais on sait qu'on va avoir une explosion des personnes dépendantes dans les années qui viennent. 1,2 million de personnes à l'horizon 2040, c'est 800 000 aujourd'hui, et rien n'est fait pour créer les lits, les structures et s'assurer qu'on va y arriver. Encore une fois, c'est de la gestion de crise. C'est quoi? Un livre qui sort pour sortir des infos qu'on connaît déjà. La maltraitance dans les EHPAD, c'est pas nouveau. J'avais interviewé Caroline Fiat, qui était aide-soignante en EHPAD. Déjà, elle dénonçait dans son livre, il y a de ça 5 ans, c'est pas nouveau ce problème dans les EHPAD. Donc, il n'y a jamais eu d'enquête. Le pouvoir public n'a pas voulu aller creuser, aller chercher ce qui s'y passait. Et au lieu de planifier, de dire, bon, écoutez, on ne peut pas accepter que des groupes comme Orpea ou Corian, finalement, volent des années de travail. Parce que on parle d'héritage en ce moment dans la campagne présidentielle, mais il faut voir combien ces produits financiers, ces groupes, captent l'héritage. C'est 3 000 € par mois, 2 000 € par mois qui sortent finalement, qui n'iront jamais aux enfants et qui sont pour finalement manger quoi à 4 € par jour, manger des yaourts et de la compote et être maltraités dans une structure de maltraitance. Donc il faut vraiment revoir de fond en comble ce système-là. Est-ce qu'on doit avoir des règles, évidemment, les pouvoirs publics doivent organiser aussi la dépendance et puis arrêter, peut-être aussi voir comment on peut remettre des solidarités intrafamiliales. Parce que quand on est adulte, on veut aussi peut-être pouvoir s'occuper de ses parents. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est impossible de pouvoir prendre du temps pour s'occuper de ses parents en dépendance. Ça devient très compliqué. Donc, il faudrait revoir toute l'organisation sociale finalement et pas dire simplement dès que nos parents sont dans un état physique qui fait qu'on devrait s'occuper d'eux H24, on doit les mettre dans un système qui va les maltraiter. C'est scandaleux. C'est la double peine. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir, y compris au niveau de l'organisation du travail, de l'organisation sociale, pas seulement de ce système de captation financière que sont les EHPAD et qui devrait être vu de fond en comble. Ça, de toute façon, c'est un fait. Non, on a un auditeur en ligne avec nous, Luc du Val-de-Marne, qui voulait témoigner. Bonjour Luc. Bonjour Valérie Expert, bonjour à tous. Bonjour. On ne peut pas être plus. Je vous appelle en direct de l'hôpital où je suis rentré pour un problème autre, problème de rhumatisme, et où j'ai attrapé le Covid. D'accord. Voilà. Bon courage, monsieur. Vous êtes vacciné? Oui, je suis vacciné, j'ai aucun symptôme ni rien du tout. D'accord. Vous êtes positif, oui. Voilà, ce qui trouve que ça peut être dangereux aussi de ne pas se faire tester régulièrement.
Je vous appelais pour la raison suivante. Moi, je suis un petit promoteur immobilier et sans exonérer j'ai construit des EHPAD, sans exonérer la responsabilité de divers EHPADistes sur la manière dont ils traitent leurs clients, entre guillemets. Il faut comprendre une chose, c'est que la construction d'un EHPAD est quelque chose d'extrêmement long et d'extrêmement coûteux. Déjà, vous parliez tout à l'heure du manque de place. Il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques années, et c'est pour ça que j'ai arrêté ce business, il y a quelques années, un promoteur comme moi, un petit promoteur, pouvait dénicher un terrain dans un endroit adéquat et puis monter un EHPAD, le donner à gérer à un gestionnaire et puis faire construire des lits comme ceci. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que vous avez les régions, les départements qui font des appels à projets. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec un projet et plusieurs terrains sur une même région. Et alors, il faut que les terrains, vous les ayez en promesse de vente et tout un tas de choses. Ce qui fait que pour aujourd'hui réaliser un EHPAD dans une région, il faut arriver devant les instances dirigeantes avec 5-6 terrains sous la main dans laquelle les instances dirigeantes piochent en disant « tiens, on la veut là, l'EHPAD ». Vous comprenez que pour des gens qui n'ont pas des moyens financiers importants ou qui ne sont pas appuyés à des fonds importants, c'est totalement impossible. Moi, très vite, ça m'est devenu totalement impossible parce que je ne peux pas porter 3 terrains ou 4. Donc c'est un business que j'ai arrêté. Ça, c'est une chose. Il faut vraiment remonter en amont. Ensuite, les fonds de pension sur lesquels on crie haro sur le bonnet sont très rarement propriétaires de leur immobilier. Donc cet immobilier, qu'est-ce qu'on en fait? On le vend à des investisseurs comme vous et moi, qui demandent des rentabilités locatives, comme vous pourriez l'avoir de studio étudiant ou autre comme ça, de l'ordre de 4, 5, 6%. Donc déjà, il faut verser cette rentabilité avec des baux garantis, avec des loyers garantis, avec des garanties financières, chose qui est totalement impossible pour des gens comme moi. Mais par contre, qui est possible pour des fonds de pension. Parce que les gens qui achètent comme vous et moi, ils s'appuient sur des banques pour investir à 100% et les banques ne vous prêteront pour acheter une chambre d'hôtel, une chambre d'EHPAD, pardon, que si le gestionnaire a une rentabilité top niveau. Il faut aussi savoir aussi autre chose, c'est que ce sont des... Et puis après, je vous laisse tranquille. C'est très intéressant ce que vous dites. Ce sont des constructions qui coûtent extrêmement cher. C'est pas... moi, je fais des résidences étudiants. Quand vous avez un studio étudiant qui coûte à construire dans les 50-60 000 euros, une résidence, une chambre pour EHPAD, avec tout le matos et avec tout, ça coûte dans les 100, 120 000, 130 000 euros. C'est ça, c'est que c'est... Voilà. Ensuite, vous avez des normes de sécurité, vous avez tout un tas de choses, je vous passe les détails. Et alors, si en plus vous faites ce qu'on appelle un Cantu Alzheimer, il faut se dire aussi une chose, c'est que par exemple, les Alzheimer, c'est une clientèle extrêmement difficile. Bien sûr. Les gens qui gardent le Cantu Alzheimer, ils sont dans des casemates blindées, quasiment. Non, mais c'est des situations... on n'est pas dans le Yaka Faucon. Voilà, exactement. Vous savez, c'est comme tout, c'est comme quand on parle de problèmes écologiques et puis qu'on dit que l'électricité, c'est l'avenir pour les voitures, mais il faut prendre en compte les terres rares, les batteries, les machins. Et bien là, c'est pareil. Bon. Et donc, s'il n'y avait pas ces fonds de pension, il n'y aurait pas d'EHPAD. Alors bien sûr. Après qu'on se mette sur le poil des bons gestionnaires et des mauvais gestionnaires, c'est un autre problème, c'est pas mon problème. Mais il faut prendre en compte cette truc. Et puis aussi, il y a une chose, si vous voulez, c'est que les rentabilités qu'on sert aux investisseurs doivent être un petit peu élevées parce que c'est un produit extrêmement peu liquide. C'est-à-dire qu'un studio étudiant ou un studio d'habitation, vous le vendez sans problème. Une chambre d'EHPAD, c'est pas difficile à vendre parce que la plupart du temps, ça s'appuie sur une défiscalisation en loueur en meublé professionnel ou non professionnel. Et une fois que vous avez été au bout de votre défiscalisation, la personne qui va acheter la chambre après vous, elle ne bénéficiera pas de tous ces de tous ces abattements et de tout l'intérêt financier. Voilà, il faut prendre tout ça en compte. Alors, je veux bien qu'on sorte un ratio de 40% pour les... moi, je suis pas gestionnaire donc d'EHPAD. Donc, mais on entend la complexité, effectivement. Alors, Judith, vous aviez une question, une remarque? Oui, alors si je vous comprends bien, monsieur, ce que vous voulez dire, c'est que l'argent du privé est absolument indispensable pour prendre en charge les gens qui ne sont plus autonomes et que c'est à la fois la complexité et l'inadaptation des règles, des appels d'offres et des normes, etc., qui est en cause dans la mauvaise gestion.
pas forcément l'inadaptation. C'est, si vous voulez, c'est un système qui fait que... c'est la concentration. C'est la concentration, dans les mêmes mains. voilà, monsieur, vous avez raison. C'est voilà, c'est la concentration dans les mêmes mains de gens qui peuvent répondre à ça. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un type comme moi, qui suis un promoteur privé petit, qui peut faire un EHPAD tous les 2 ou 3 ans, je ne peux plus parce que je n'ai pas les moyens de rentrer dans le... À cause des règles d'appel d'offres. Ouais. Voilà, je n'ai pas les moyens. Voilà. Il faudrait comme je puisse dire, tiens, là j'identifie un besoin, le maire me dit, tiens, Luc, si tu pouvais nous construire un EHPAD parce qu'on a tel besoin, je me débrouille, je trouve le gestionnaire et tout, je vais voir les gens des commissions et j'avais mon agrément. Ouais. Maintenant, ce n'est plus possible. Merci. Alors, Merci Luc, je suis désolée de vous interrompre, c'était très intéressant. On vous souhaite bon courage à l'hôpital et puis c'était très intéressant de vous entendre. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Les débats avec vous, on va revenir sur ce sondage, cette enquête du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, qui ont publié une étude sur ce qui préoccupe les Français à quelques mois de la présidentielle. Dans l'enquête, 63% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France. C'est un chiffre qui a progressé de 3 points par rapport à février de l'année dernière. Et puis 61% des Français pensent que l'islam représente une menace pour la République. C'est un chiffre important. Je ne suis pas certaine qu'il y a quelques années, on aurait eu cette réponse-là, peut-être par j'ai envie de dire, peut-être les gens n'osaient peut-être pas le dire. En tout cas, c'est vécu comme ça, c'est ressenti comme ça. L'islam semble faire partie aussi du paysage c'est plus que semble, fait partie du paysage de cette présidentielle. Il y a eu tout le débat après le reportage également de zone interdite où on semble, là encore, c'est un petit peu comme dans les EHPAD, même si le parallèle évidemment n'est évidemment pas, on peut pas faire le même parallèle, mais on découvre ça alors que j'évoquais avec Judith des différentes enquêtes qui avaient été faites par le Figaro. Notamment en 2016, c'est Nadjet Cherigui qui avait fait une enquête, qui avait fait la couverture sur Sanli, devenu Molenbeek, du nom de cette ville belge complètement islamisée et dont sont partis plusieurs terroristes islamistes. Moi, je rappelle que les études de CEVIPOF, je les suis, je vais me balader sur leur site, ça fait déjà un bon moment. La question n'était pas posée de cette façon-là. C'était est-ce que l'islam est compatible avec la République ? Et la réponse était à 75% non. Là, c'est autre chose. C'est danger pour la République. Ouais. On a franchi une marche. Mais il y avait déjà une défiance qui était relativement importante. Je dirais que maintenant, il y a une peur. C'est effectivement qualitativement différent. Oui, mais c'est à l'instant, AFP nous dit Zemmour affirme que les délinquants sont immigrés ou enfants d'immigrés. Donc là, il va se reprendre un procès, je pense. 100% des délinquants. Voilà. C'est quoi la formulation ? Alors, le candidat a assumé mercredi sur Public Sénat qu'il n'y aurait quasiment plus de délinquance avec immigration zéro, en affirmant que les délinquants sont immigrés ou enfants d'immigrés. Il a déjà été condamné pour ses propos, pour des propos comme cela, mais ce matin, il a redit ça. Vous pensez vraiment qu'avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance ? L'a-t-on interrogé sur Public Sénat, et il dit il n'y en aura quasiment plus. Oui, ça j'en suis sûr, c'est-à-dire il n'y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays, lui a demandé l'intervieweuse. Oui, en tout cas des immigrés ou des enfants d'immigrés, a-t-il affirmé. Maître, c'est de la diffamation, ça va lui valoir un autre procès. J'avais fait un article dans Front Populaire sur l'histoire des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire qu'il y a une question de fond avec ces mineurs, tout à fait, mais la façon dont il l'avait formalisé, il avait dit tout. Les mineurs non accompagnés sont voleurs, violeurs et je ne sais plus quoi. Et Christine donc là, Kelly, il recommence à généraliser, faut voir, et il va de nouveau se retrouver confronté à l'article 24, alinéa 5 de la loi sur la presse de 1881. C'est-à-dire que si vous faites un appel à la haine, à la discrimination, à l'encontre, en raison de l'ethnie, en raison de l'appartenance ou la non-appartenance. Voilà. La non-appartenance, là, je pense qu'il va y avoir droit. Moi, je serais un peu prudent parce que la magistrature est à l'affût. J'ai appris hier que, comme par hasard, Geoffroy Didier,
Mediapart a dénoncé Geoffroy Didier. Non, pas Geoffroy Didier. Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier. Donc je pense que Éric Zemmour va, je sais pas, faut voir le texte. Oui. Non, mais en tout cas, c'est le sujet qu'il a lancé. C'est quand même lui qui a mis ce sujet dans la présidentielle, et c'est 61% des Français pensent que l'islam est une menace pour la France. Mais il a imposé une storytelling imparable. Oui. Insécurité, immigration. Et on ne parle que de ça depuis 6 mois. Oui. Alexis. Oui, mais encore une fois, c'est des débats. Il y a eu un déni, il y a eu une volonté de ne pas en parler aussi, et puis on arrive avec des gros sabots, d'une certaine façon, pour dire bon, on a un problème. Il y a aussi le fait que la France ait refusé les statistiques ethniques sur ce principe liberté, égalité, fraternité, c'est louable, mais on se retrouve avec des situations, effectivement, où on se demande si derrière, il n'y a pas des politiques sociales à mettre en place. C'est pas juste pour stigmatiser, c'est qu'à un moment, il y a un problème, il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas un problème. Or, c'est ce qu'on fait trop souvent dans ce pays. Il y a un problème, on fait comme s'il n'y a pas de problème. Et puis, quand on parle du problème, ça devient de la caricature, on ne peut plus rien dire. C'est ce principe-là qui fait le succès pour le moment de la candidature d'Éric Zemmour. C'est que voilà, il va dire des choses qu'il dit depuis des années parce qu'il est le seul à les dire. Que disait Jean-Marie Le Pen. Oui, mais même Jean-Marie Le Pen n'était pas à ce point-là, je crois, de rentrer dans l'art des politiques publiques et de dire voilà, non, mais il a dépucelé la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'elle accepte aujourd'hui, aujourd'hui, elle accepte de transgresser. Mais pourquoi est-ce que l'islam est vu effectivement comme une menace? Il y a plus de 4 millions de musulmans qui vivent en France. C'est la conjonction, c'est ce que dit. Beaucoup vivent tranquillement. Non, mais c'est ce que dit Alexis, c'est la conjonction du déni particulièrement total à gauche, qui est le moindre problème, et que l'islam soit pas une chance pour la France. Je crois que c'est même une citation de Manuel Valls. L'islam est la deuxième religion en France, et j'estime que c'est une chance pour la France. Donc cette conjonction du Manuel Valls, qui est pas le pire et qu'on peut pas accuser de sous-évaluer le danger terroriste islamiste. Cette conjonction du déni et de une actualité qui nous montre ce que nous a montré le Zone Interdite sur Roubaix, qu'a montré le Figaro à Saint-Denis, qu'on pourrait montrer mais dans des dizaines et des dizaines de villes françaises. Pas dans toute la France, pas dans tous les quartiers, mais vraiment, on est à plus d'une centaine de quartiers où c'est comme ça, et c'est comme ça depuis des années. Ça vous explique pourquoi les gens ont peur de l'islam. Ce qu'a dit Éric Zemmour dimanche soir. Il a tweeté, si vous voulez savoir pourquoi je me présente et pourquoi ça fonctionne, regardez Zone Interdite. Oui, Alexis. Mais c'est-à-dire qu'il y a ce constat qui est terrible, de dire il y a aussi évidemment qu'il n'y a pas eu la réponse nécessaire face aux attentats islamistes, et puis on a une caste politique française qui est quand même pieds et poings liés avec des monarchies islamiques, donc il y a un double discours. D'un côté on vend des armes, il nous dit chouette, la créolisation c'est super. Non mais la créolisation ça peut être super, mais là c'est qu'on a d'un côté un discours pour dire attention, l'islam, les gens pensent que c'est dangereux, et de l'autre côté, que ce soit Manuel Valls ou n'importe quel responsable politique, on va faire des génuflexions devant tous les pétromonarques qui achètent des armes françaises, et on est bien content de les trouver. On parlait là de... J'aurais que Thomas Alexhauser puisse dire un mot. On parlait là de délinquance et de crainte pour la République. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a... moi, je ne fais pas de parallèle entre immigration et délinquance, mais je pense qu'il y a un parallèle à faire entre délinquance et mixité dans nos quartiers et dans les villes que l'on a pour certaines abandonnées. C'est-à-dire qu'on a laissé à certains maires, certaines forces de gauche, d'extrême gauche, la gestion de pans entiers de départements et de quartiers
quartiers dans certaines de nos villes, et qu'aujourd'hui on constate que ça ne marche pas et que ça crée des conséquences dramatiques à la fois dans la vie de ces secteurs, dans le trafic qui est engendré tout autour de ça. Je crois que ce week-end, TF1 évoquait les propos de la procureure générale de Marseille qui dénonçait désormais le recrutement en ligne de dealers dans les quartiers. Je pense qu'il y a avant tout un problème majeur de mixité, d'avoir concentré dans des quartiers propres ces sujets-là, quoi. C'est hélas terminé, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff.